Et je vais mettre dedans. On va aller ici. OK. Donc, nous allons faire une peut-être brève présentation de ce qu'est l'IA générative, qui est en ce moment un domaine qui est très vaste et qui fait l'objet de beaucoup de recherches qui sont vraiment actives. Nous allons essayer de commencer par un peu la théorie, pas peut-être aller à fond, parce que on imagine que tout le public peut-être n'est pas du domaine, forcément. Et ensuite de cela, nous allons faire une application pratique via une implémentation. Donc, avant qu'on ne commence, moi, c'est Mamadou Pateli. J'ai une thèse en analyse stochastique et en théorie du contrôle. Je suis en ce moment un assistant d'enseignement à EMS, comme on le dit, teaching assistant à EMS Sénégal. Et mes domaines de recherche en IA actuellement, c'est les ANNs, l'IA générative qu'on va présenter aujourd'hui et le renforcement learning. Je vais laisser la parole à Kevin aussi qui va se présenter avant qu'on continue. Ok, merci beaucoup, M. Paté. Donc, moi, c'est Kevin Willinger. Actuellement, je suis AI scientist et ingénieur à Concret. Donc, Concret, c'est une startup qui évolue dans l'entrepreneuriat et on utilise les technologies de l'intelligence artificielle, machine learning et IA pour sa globalité pour pouvoir accélérer le processus entrepreneurial. Merci beaucoup. Ok, merci Kevin. Merci d'avoir accepté de faire partie de cette présentation. Peut-être on va parler de nos relations et ce qui a amené cette collaboration vers la fin. Pour le moment, on va essayer de commencer. Et le plan de la présentation, s'articule autour de 4 points. Nous allons commencer par les fondements de l'IA générative. Ensuite de cela, nous allons faire un focus sur l'un des modèles de l'IA générative qui est en ce moment très efficace par rapport peut-être aux autres modèles d'IA générative existants. À la suite de cela, Kevin va prendre la place et il va continuer à nous parler des transformers, des LLMs, des multimodales, des RAG et autres, que peut-être certains, bon, l'un des présentateurs a évoqué hier. Après cela, nous allons conclure. Avant de conclure, nous allons faire une implémentation pratique. Kevin va faire une implémentation pratique autour de cette présentation. Ok. Donc, c'est quoi un modèle génératif? Quels sont les modèles génératifs? Comme vous pouvez le voir ici, le modèle génératif est tout ce qui nous permet de générer du texte dans un contexte donné, de générer des images, de générer des audios. Et en termes d'application, ils interviennent beaucoup dans le domaine médical, dans la création des nouveaux médicaments, comme on peut dire ça comme ça. Ok, fine. Ok. Mais
sur quoi est basé, sur quoi se basent les IA génératives. Les IA génératives, si on peut le dire comme ça, l'élément clé de leur fonctionnement, c'est ce qu'on appelle l'espace latent. Donc, ça veut dire que quand vous prenez une image, vous la transformez avant de le donner à l'IA générative, ou bien avant de le fournir au générateur, parce que après nous allons voir ce qu'est un générateur et son élément correspondant. Donc, avant de donner une image, si vous faites du traitement d'image à un générateur, qu'est-ce que vous faites? Vous transformez d'abord cette image-là. Ça ne sort pas là-bas. Okay. Donc, vous transformez d'abord cette image-là en un vecteur, bien en des vecteurs, qu'on va appeler ici vecteur latent. Et c'est ces vecteurs-là qu'on va prendre et donner au générateur. Et le générateur va ensuite utiliser ces vecteurs-là pour essayer de jouer avec le discriminateur qu'on va voir après, pour essayer de générer l'image qu'on cherche à générer. Maintenant, dans cet espace de vecteurs latents, qu'on va appeler aussi vecteur, dans cet espace de vecteurs latents, qu'on va appeler espace latent, quand vous changez, ou bien si vous voulez obtenir une certaine configuration qui est différente d'une configuration initiale de votre image, il suffit juste de changer dans le vecteur que vous utilisez, par exemple, si nous prenons cette image-là qui a permis de générer cet endroit-là où on a un ensemble de personnes. Maintenant, si on veut, par exemple, augmenter un peu la réalité ou bien ajouter certaines informations dans l'image, qu'est-ce qu'on fait? On change juste, en ajoutant au vecteur initial qu'on a pris, on change juste la direction en termes d'axe, la direction de votre vecteur. Donc, ce qui va permettre d'obtenir une nouvelle image ou bien une autre représentation de votre image avec plus d'informations. OK. Donc, tout à l'heure, je parlais des modèles discriminatifs et des modèles génératifs. OK. Avant de revenir ici, parce qu'ici, on a un générateur, en fait, qui va jouer avec un discriminateur. Et avant de parler des générateurs ou des modèles GANs, nous allons en fait donner d'abord une différenciation entre ce qu'on appelle le modèle génératif et ce qu'on appelle le modèle discriminatif. Le modèle discriminatif est tout ce que vous avez l'habitude de voir. Le modèle de classification, le modèle de régression, les réseaux de neurones qui vous permet uniquement à partir d'un certain nombre d'entrées ou bien à partir d'une entrée de faire une classification ou bien de faire une prédiction, d'une sortie donnée. Donc, c'est ce qu'on appelle modèle discriminatif. Donc, c'est tout ce qu'on a l'habitude de faire. Par contre, et pour ces modèles discriminatifs-là, ils reçoivent, comme je l'ai dit, en entrée, ils reçoivent un certain nombre d'informations et ils prédisent un simple label donné, qu'il soit de la régression ou bien qu'il soit de la classification. Mais pour les modèles génératifs,
comme je l'ai dit, OK, vous supposez que vous entraînez votre modèle sur des données, mais ces données-là, d'abord, comme je l'ai dit, doivent être transformées en des vecteurs latents. Maintenant, ce sont ces vecteurs latents-là que vous donnez à votre générateur, comme je l'ai dit, et qui va maintenant, comme l'objectif derrière, ce n'est pas de faire de la classification ou de la régression, qui va maintenant vous générer une nouvelle image qui peut être complexe, ou si c'est du texte que vous faites, du traitement de texte que vous faites, ou de la génération du texte que vous faites, il vous générera un texte donné, ou bien des audios. Donc, il faut très bien savoir faire le distinguo entre ce qu'on appelle modèle discriminatif et modèle génératif. Le modèle discriminatif, comme je l'ai dit, je répète encore, il s'agit de tout ce que vous avez l'habitude de faire avec le machine learning ou bien le deep learning. Donc, vous avez des entrées, vous faites de la prédiction vers la sortie. Alors que les modèles génératifs, ils vous permettent plutôt, à partir d'un label, donc à partir d'un vecteur de caractéristiques, de générer des sorties, que ce soit image, texte ou autre chose comme audio. Aussi, il faut toujours voir la différence entre modèle discriminatif et modèle génératif. Les modèles discriminatifs apprennent la frontière de décision entre les classes de données. Donc, c'est un peu comme faire la classification. Et mathématiquement, le modèle discriminatif estime cette probabilité conditionnelle-là. Donc, vous cherchez à prédire Y, cherchant les entrées X. Les modèles discriminatifs apprennent la relation entre donc, les entrées et les sorties. Donc, un exemple ici, nous avons la classification, comme je l'ai dit. Tandis que les modèles génératifs, ils apprennent la distribution de la probabilité conjointe mathématiquement parlant, donc qui peut être représentée par PDX, la probabilité de X. Donc, les modèles génératifs apprennent en plus la distribution des données. On va voir ça un peu plus tard. Les modèles discriminatifs, et ils apprennent plutôt à faire, le distinguo, ou bien à faire une prédiction, tout simplement. Alors que les modèles génératifs, ce qu'ils font, ils apprennent de la distribution, comme on peut le noter ici, la distribution des données. Comment est-ce que les données sont distribuées dans l'espace qu'on peut appeler latent. OK. Toujours dans la différenciation entre modèle discriminatif et modèle génératif. Les modèles génératifs, on va répéter encore, peuvent faire tout ce que les modèles discriminatifs font. Par exemple, les modèles génératifs peuvent aussi faire de la prédiction. Donc, d'où aussi l'intérêt de s'intéresser à ces modèles génératifs-là. Donc, ils peuvent en plus faire de la génération, comme on l'a dit. Donc, ils peuvent non seulement faire ce que les modèles discriminatifs font, mais aussi ils peuvent faire de la génération, que ce soit image et ainsi de suite. Donc ici, par exemple, vous avez une image qui est dégradée, qui est un peu dégradée. Le modèle génératif, comme on l'a dit ici, ils vont permettre de gérer les entrées manquantes. Donc ici, par exemple, on a une image qui est dégradée. Donc, c'est que si on entre cette image-là dans un modèle, dans un générateur, ou bien dans un modèle génératif,
il va essayer de reconstruire cette partie qui est dégradée là et nous donner l'image qui est supposée être l'image exacte. OK. Mais pourquoi donc la modélisation générative? Donc ici, on suppose que, tout d'abord, on a un modèle de réseau de neurones qui nous permet à partir de l'entrée X de prédire la sortie Y. Et nous supposons que ce réseau de neurones est bien entraîné afin qu'il classe toujours une classe appropriée avec une probabilité P de X. Mais ce qui arrive, je vais un peu résumer sur ce texte-là, ce qui arrive, c'est que quand vous introduisez un bruit dans la donnée initiale, ici, par exemple, que j'ai représenté par, qu'on représente par un chat ici, si vous introduisez un bruit dans cette image-là, donc si vous associez cette image-là à un bruit donné, ce qui va résulter, vous allez voir ici, en probabilité de prédiction, vous voyez que la probabilité que, par exemple, l'image soit un chat, il diminue de 0,90 à 0,05. Donc, ça veut dire que, avec les modèles discriminatifs, l'introduction d'un bruit réduit, comment on appelle ça, réduit la précision de votre modèle à bien classifier l'entrée donnée. Donc, d'où l'intérêt, en plus, d'étudier les modèles génératifs. OK. Maintenant, techniquement, qu'est-ce qui se passe en fait? Nous avons une distribution, ou bien on a un dataset, comme on a l'habitude de le voir. Ce qu'on veut, c'est qu'à partir de ce dataset-là, créer une image, par exemple, ici on a une distribution, ou bien on a un ensemble d'images de voitures. Ce qu'on veut, par exemple, c'est de créer une nouvelle image de voiture. Le problème ici, comme on le dit, c'est que nous ne connaissons pas la distribution de ces voitures-là, de cet ensemble de voitures-là. On ne connaît pas quelle est la loi de probabilité. Bon, peut-être ceux qui sont du domaine vont se retrouver. Quelle est la probabilité qui suit, ou bien quelle est la distribution qui suit ces images-là. C'est ce qui, en fait, complique la chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En général, c'est de partir dans l'ensemble des probabilités connues, qu'on va ici appeler M. On va essayer de choisir une probabilité qu'on pense être peut-être plus adaptée ou bien mieux adaptée à nos distributions de données. Et on essaye, à partir de là, de faire une minimisation, c'est-à-dire on essaie de voir est-ce qu'on peut approcher la probabilité qu'on a choisie à la probabilité qui pourrait suivre les images. Donc, une fois, si on parvient à le faire, donc l'image qu'on veut prédire par la suite, l'image qu'on obtiendra, on pourra dire que cette image-là représente, c'est-à-dire l'image-là est vraiment, si on prend ici les voitures, l'image-là est une voiture. Donc, je répète encore un peu. On suppose que la distribution qui suit les images, par exemple ici des voitures, n'est pas connue. Donc, ce qu'on fait, on prend une distribution dans l'ensemble des distributions connues. Ça peut être une distribution normale, une distribution de Bernoulli, une distribution, bon. Il y a beaucoup de distributions, je ne vais pas mettre à les évoquer tous ici. Tout ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire maintenant une minimisation de la différence entre
la distribution qui pourrait être celle qui est suivie par les données et la distribution qu'on a choisie. Si on arrive à minimiser cela, c'est-à-dire si on arrive à approcher les deux probabilités, donc ce qu'on arrivera à prédire, parce que l'objectif initial, c'est de pouvoir générer. Okay. L'objectif initial, c'est de pouvoir générer une image à partir d'entrées données. Donc, si on arrive après avoir fait la minimisation de la différence des deux probabilités, si on arrive à faire comment on appelle ça? Si on arrive à générer une image, après avoir fait la minimisation, on peut dire que cette image-là, elle est celle qu'on voulait. Donc, et ce qu'il faut savoir aussi, les algorithmes génératifs, les modèles génératifs, c'est des algorithmes qui utilisent l'apprentissage non supervisé, les algorithmes non supervisés. Maintenant, comme je le disais, le problème ici, c'est qu'on ne connaît pas la probabilité P de X. C'est tout le problème avec les modèles génératifs. Okay. C'est toujours dans le même ordre d'idée. Donc, l'objectif d'apprentissage, nous cherchons à quantifier si un modèle en particulier au sein de notre famille de modèles, représente fidèlement la distribution de nos données. Donc, on cherche à savoir est-ce que une distribution choisie représente les données initiales. Donc, est-ce qu'elle approche la distribution des données initiales? C'est tout l'objectif. Maintenant, pour essayer un peu d'approcher les deux probabilités, on choisit une fonction verte qu'on appelle loss functions comment on appelle ça? Dans le déterminisme anglais. Donc, on essaye maintenant de faire une minimisation de cette fonction de perte là ou de cette fonction loss là. Maintenant, ici, ce qu'on a, c'est un problème d'optimisation. Comment trouver ces P-là du modèle de la famille de probabilités ici, qui approche le plus la distribution de probabilité des données qu'on a. Donc, si nous trouvons le P-θ, nous pouvons alors générer des échantillons représentant les mêmes données que X. Donc, c'est ce que je disais. Donc, si vous parvenez à faire un bon choix de la probabilité dans l'ensemble de probabilités connues, qui approche la distribution des données que vous avez, donc, ceci va vous permettre de générer un ensemble d'images qui sont en fait, représentatives ou bien similaires aux données que vous avez. Donc, c'est partir des données et on cherche à générer à partir de ces données-là une nouvelle donnée, une image, si on est avec les images. Donc, pour faire cela, il faut faire une minimisation entre les deux probabilités, celles que les données que vous avez suivent et celles que, en fait, et celle que vous avez choisie, la probabilité que vous avez choisie dans l'ensemble des probabilités connues. OK. Maintenant, on a plusieurs types de modèles génératifs. Nous allons parler d'un seul ici. Bon, après, peut-être Kevin aussi va évoquer d'autres. Mais moi, je vais parler d'un seul ici. Parmi lesquels, on a les GANs, on a les variational auto-encoders qui permettent de maximiser la borne inférieure. On a aussi les modèles de diffusion, on a les modèles autorégressifs. Et les modèles tels que ChatGPT, c'est-à-dire les GPT, sont en fait des modèles autorégressifs. Kevin va parler de ça après. OK, c'est quoi un GANs et comment il fonctionne? Les GANs,
c'est l'un des modèles, comme je le disais au début, c'est l'un des modèles des modèles génératifs, des algorithmes génératifs. Il fonctionne avec deux fonctions, ou bien deux algorithmes. L'un est appelé le générateur, l'autre est appelé le discriminateur. S'il faut voir un peu le fonctionnement, ou bien comment est-ce que ces deux algorithmes-là fonctionnent, il faut peut-être faire un peu peut-être référence à un jeu entre ce qu'on appelle ceux qui fabriquent des faux billets, par exemple. Et ce qu'ils font, ils essayent de faire des billets, et peut-être la police qui fait le contrôle des faux billets autres, que ces contrôleurs-là ne parviennent pas à identifier ou bien à distinguer. Et le générateur et le discriminateur, en fait, jouent à ce jeu-là. Le générateur, ce qu'il fait, il génère une image. Quand il génère l'image, le discriminateur, ce qu'il fait, à son tour, c'est de voir est-ce que cette image-là, il est faux ou bien il est vrai. Mais pour que le discriminateur puisse faire cela, il doit disposer de données réelles. Donc, quand le générateur, il doit disposer des données réelles et des données fake, des données que le générateur lui envoie. Donc, quand le générateur génère une image, il lui envoie, lui, il dispose des données réelles. Ce qu'il fait, il essaye de faire une computation, de faire un distinguo entre la donnée que le générateur lui a envoyée et la donnée réelle dont il dispose. Donc, c'est un peu à ce jeu-là que les deux jouent. Le générateur, lui, il essaye d'optimiser son algorithme de telle sorte que, à la fin du compte, il puisse générer une image qui n'est pas identifiable comme fake, comme mauvaise image par le discriminateur. Et le discriminateur, à son tour, lui aussi, il essaye de tout faire, de maximiser son algo, de telle sorte que, à chaque fois que le générateur lui envoie une image, il puisse dire cette image-là, elle est fake. Alors, comment ces deux-là, comment on entraîne ces deux, le discriminateur et le générateur? Donc, la procédure qu'on utilise est celui de type PIGIT, procédure d'entraînement similaire, appelée bloc coordonnées descendant par données par coordonnées par bloc. Il permet d'entraîner le discriminateur en maintenant le générateur constant. Donc, c'est comme si on n'entraîne pas les deux algos en même temps. Donc, ce qu'on fait, c'est de mettre en off le discriminateur, par exemple, si on commence par le générateur, ou bien si on commence par le discriminateur, on met en off le générateur et on entraîne le discriminateur. Et cela aussi se fait pas sur toutes les données que vous disposez. Donc, il ne va pas aussi s'entraîner sur toutes les données. Donc, il va prendre les données batch par batch, donc bloc par bloc. Et il va essayer de s'entraîner tout en mettant off le générateur. Et le générateur, à son tour, ce qu'il fait, c'est aussi, bon, quand on l'entraîne, on met en off le discriminateur. Et quand on finit, parce que à chaque fois qu'on entraîne le générateur, il va à la fin, c'est pour dire, OK, on a une image qu'on peut maintenant envoyer au discriminateur. On va voir est-ce que le discriminateur va pouvoir
dire est-ce que c'est fake ou bien c'est pas fake. Donc, ce qui se passe, c'est que on entraîne beaucoup plus le discriminateur. On essaye de faire en sorte que le discriminateur soit beaucoup plus performant que le générateur. Parce que si on ne fait pas cela, l'image, si par exemple, c'est le générateur au contraire qu'on entraîne beaucoup plus, ou bien qu'on entraîne, c'est l'algorithme du générateur qu'on entraîne beaucoup plus, ce qui va se passer, c'est que on va se retrouver à un algo à la fin qui n'est pas performant. Donc, en clair, ce qu'on fait, comme je le disais, on fixe le générateur, on entraîne le discriminateur très bien, ainsi D devient capable de distinguer le vrai du faux. Ensuite, on fixe le discriminateur, on improve, on améliore le générateur un peu, pas beaucoup, parce que quand on entraîne trop le générateur, il risque en fait on risque, si on réduit en machine learning ou bien en deep learning, on risque de se retrouver dans un cas d'overfitting. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entraînement des modèles génératifs utilise ce qu'on appelle les fonctions de perte ou loss functions. Les GAN, donc, tentent de reproduire une distribution de probabilité, comme on l'a dit. Ils doivent utiliser les fonctions de perte qui reflètent la distance entre la distribution des données générées par le GAN et la distribution des données réelles. Comment alors capturer la différence entre deux distributions dans les fonctions de perte GAN? Donc ici, il existe deux fonctions de perte GAN courantes, toutes les deux implémentées dans TF-GAN. Bon, on ne va pas parler de ça ici. Le premier, c'est celui qu'on appelle minimax loss. C'est la fonction de perte utilisée dans ceux qui ont en fait introduit les GAN. Nous avons aussi le Wassesson loss. C'est la fonction de perte par défaut pour les estimateurs de TF-GAN. Et de ces deux-là, le Wassesson loss, en fait, c'est utilisé dans ce qu'on appelle aussi le Wassesson GAN, qui est beaucoup plus performant. J'enverrai peut-être une implémentation sur la différence entre le Wassesson GAN et un GAN qui est un GAN simple, comme ça. Donc, un GAN peut avoir deux fonctions de perte, comme je le disais, une pour l'entraînement du générateur et une pour l'entraînement du destinateur. Donc ici, la compétition entre le générateur et le destinateur peut être assimilée à un jeu à somme nulle entre deux jeux. Et cela est représenté par cette fonction qu'on appelle value function, fonction des valeurs. Donc, il s'agit de maximiser sur le discriminateur et de minimiser sur le générateur. Donc ici, par exemple, nous avons la probabilité logarithmique que D prédise, par exemple, pour cette partie-là. Il s'agit de la probabilité logarithmique que D prédise que les données réelles sont authentiques. Et l'autre là nous permet d'optimiser d'optimiser que la probabilité logarithmique que D prédise que les données générées par G ne sont pas authentiques. Donc, ici, nous essayons de maximiser le discriminateur, l'algorithme du discriminateur. Donc, ici, nous essayons de faire, disons de maximiser l'algorithme du générateur. Quand est-ce que les GANs convergent? Ça, comme je le disais, parce que c'est un jeu
disons, qui ne s'arrête pas. On ne peut pas prédire à quel moment le jeu s'arrête. Parce que on a une génération, le générateur du génère est, par exemple, une image. Le discriminateur essaye d'identifier si l'image générée elle est fausse ou bien elle est réelle. Donc, ce jeu-là va se poursuivre jusqu'à ce que le générateur parvienne à obtenir ou bien à générer une image qui est vraiment, bon, on ne va pas dire qu'elle est réelle parce qu'elle n'est pas censée être réelle, mais qui est très similaire des données réelles. Maintenant, pour ce qui est de la convergence, on dit que la convergence des gammes est un défi majeur car elle est souvent instable et difficile à atteindre. Donc, le problème ici, c'est jusqu'où ou bien combien de fois il faut entraîner le générateur par rapport au discriminateur. Donc, parce que pour l'explication, si on entraîne le générateur trop, comme je le disais, on aboutit à une instabilité de notre algorithme. Et si c'est le discriminateur qui s'entraîne trop, on n'a pas, en fait, le gradient. Déjà, la dérivée sur le G, comme on l'a ici, je pense. Voilà. Parce qu'ici, on a ces D-là, c'est un D qui est différent un peu de ce D qu'on a ici. Donc, ce D-là est vu comme une dérivée. Donc, si G, comme on l'a ici, si G s'entraîne trop, le générateur s'entraîne trop, donc on va se retrouver à, par exemple, à ce D de G-là égale à 0. Et quand D de G égale 0 ici, par exemple, on a le log de 1. Le log de 1, tout le monde sait que c'est égal à 0. Ce qui entraîne aussi, comme on l'a dit ici, l'inexistence du gradient. Et on sait que c'est le gradient qu'on utilise pour essayer de minimiser notre fonction de perte ou notre loss function. Donc la solution qui est préconisée ici, c'est alterner la mise à jour avec précaution. Exemple, une mise à jour du générateur pour 5 mises à jour du discriminateur. Donc, c'est ce que je disais. En fait, on entraîne beaucoup plus. Si on entraîne le générateur une fois, il faut entraîner le discriminateur 5 fois, comme ils l'ont dit ici. L'autre problème, c'est que le générateur original sature. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque, par exemple, le G est mauvais, comme on l'a dit en haut ici aussi, on a le D de G qui égale 0. Et on a aussi, en fin de compte, le gradient égale 0. Donc, la solution que préconisée pour ça aussi, c'est utiliser une fonction de perte non saturante permettant de maximiser le logarithme de D de G Z. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais donner la parole à Kevin qui va essayer de finir. Ok, merci beaucoup, Patrick. On va aller très rapidement sur tout ça. On a la partie des mots à faire, donc tout ce qui est théorie. Je vais tout simplement scroller ça très rapidement afin qu'on puisse Kevin, passer s'il sur te la plaît. partie pratique. Oui, je pense que ok, c'est bon, Pat est parti, c'est bon. Vas-y. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, on voit l'écran. Oui, c'est correct. On y va. Donc, Donc, les next steps, ce qui reste à couvrir comme autre modèle d'IA générative, c'est le modèle de diffusion.
Alors, je vais pas trop m'attarder sur les modèles de diffusion. Maintenant, ce qu'il faut tout simplement savoir sur les modèles de diffusion, en fait, c'est une classe de modèles génératifs qui crée des nouvelles données en simulant de deux différents processus. En fait, il y a un processus de forward diffusion process et un processus de backward. Donc, ce sont ces processus-là qui se font en simultané afin que, voilà, on puisse avoir des résultats assez concrets. Et les modèles de diffusion sont beaucoup plus utilisés de nos jours dans les générations d'images, par exemple. Donc, quand vous voyez les grosses modèles qui génèrent des, des images qui ont des résolutions assez bonnes, assez concrètes, c'est généralement des modèles de diffusion qui tournent en background. Donc, au-delà de tout ça, il y a la partie la plus importante, c'est la révolution des Transformers. Donc, avec l'article Attention is all you need qui a été publié en 2017, ce qui a vraiment révolutionné tout ce que nous les LLM, les fondamentaux, lorsqu'on parle des LLM, c'est tout simplement des prédicteurs de probabilité. Donc, un LLM, tout ce qu'il fait, c'est prendre un token et prédire le next token. Ce qu'on appelle par token, c'est si on prend, par exemple, une phrase la maison, on peut diviser ça en différents sous-caractères. On peut diviser la et on peut diviser maison. Donc, ça peut constituer des différents tokens. Donc, euh, si on donne la maison à un LLM, ce qu'il va essayer de prédire, c'est soit il va dire la maison est de couleur verte ou bien la maison a été achetée. Donc, ce qu'il fait, c'est essayer de prédire le mot prochain ou bien la lettre, ouais, le mot prochain qui a la similarité ou bien la probabilité la plus grande. Donc, il classifie la probabilité à maison à 80, par exemple, ou bien euh, le vélo, par exemple, à 10, ou autre chose humain à 2, par exemple, c'est vert qui va bien parce que vert a une probabilité qui est à 90. Et les différentes pipelines qu'on utilise pour les LLM modernes, on a le pré-entraînement. Donc, généralement, c'est des apprentissages non supervisés parce que, mais on utilise également de l'apprentissage supervisé, mais ça, on reviendra après, à la fin, parce que dans la démo, on va rentrer dans des fine-tuning maintenant. Euh, et c'est ce qu'il y a là, les fine-tuning. Et il y a également les renforcements, le human feedback. Ça, c'est beaucoup plus important aujourd'hui parce qu'on a besoin que l'humain puisse mettre sa contribution à l'intérieur afin de corriger tout ce qui est erreur, tout ce qui est hallucination et consort. Donc, j'essaie d'aller très rapidement afin qu'on puisse aller sur la démo. Il y a aujourd'hui l'ère de tout ce qui est multimodal. Donc, ce qui est multimodal, c'est prendre du texte et le traduire en audio, ou bien prendre une vidéo et le traduire en texte. Donc, vice-versa, on a différentes couches de traduction. Soit tu prends du vidéo en texte, vidéo en audio, ou bien du texte en vidéo, texte en audio. Donc, il y a beaucoup de modèles qui font ça, que ce soit open source, que ce soit payant, comme Gemini, GPT ou DeepSeek. Tous ces modèles, de plus en plus, ils augmentent en performance et en termes de capacité. Donc, ce qui est aujourd'hui la plus importante aujourd'hui pour nous, c'est ces LLM multimodales-là dans le contexte de la Guinée aujourd'hui, parce que on parle de l'IA générative, mais l'application dans le domaine local. Comment vraiment utiliser ces LLM afin d'accélérer le processus de développement local. Donc, en gros, c'est ça. Et bon, je vais pas m'attarder sur le rack. On va partir directement sur l'implémentation et on parlera du rack à l'intérieur là-bas. Et voilà, ça c'est un tout petit peu une synthèse sur tout ce qui est GAN, tout ce qui est modèle de diffusion, tout ce qui est transformers, les racks, les cas d'usage, le coût, parce que tous ces modèles ils viennent avec des coûts. Donc, il y a les défis locaux, il y a tout ce qui est agriculture, il y a tout ce qui est dans le domaine de la santé, et il y a plein d'autres, éducation et autres. Donc, je peux passer au notebook afin qu'on puisse faire la démo. Et voilà. Present notebook. Ok.
Maintenant, le notebook a un GitHub. Maintenant, je ne sais pas s'il faut que je partage le lien GitHub automatiquement ici ou bien après. Après. Ok, d'accord. Euh, on va partager le lien GitHub après. Donc, je vais essayer d'aller très rapidement, qu'on traîne du temps. Donc, le notebook a été séparé en 4 étapes. Donc, la première étape, c'est, voilà, le docteur Li a eu à parler du GAN. Donc, c'est vraiment important de comprendre la théorie qui est derrière, mais comprendre également l'application concrète, comment on implémente les GANs. Et on va passer après à tout ce qui est large language model. On va utiliser des modèles open source et des modèles payants euh, pour pouvoir faire la comparaison. Et on va utiliser un petit RAG avec juste des données synthétiques, juste pour la démo et expliquer vraiment ce que l'on veut faire à l'intérieur en utilisant ce RAG-là. Et à la fin, on va donner des perspectives de ce qui reste à faire. Donc, sans plus tarder, ça encore, c'est une petite théorie de ce que M. Lee a eu à expliquer sur tout ce qui est générateur et tout ce qui est discriminateur des réseaux antagonistes génératifs. Donc ça, c'est déjà fait, c'est déjà un acquis avec Dr. Lee. Donc moi, je vais passer directement à tout ce qui est implémentation. Donc, pour l'implémentation des modèles de GANs, nous avons besoin de 3 composantes. La première composante la plus importante dont nous avons besoin, c'est bien sûr, on a besoin du framework PyTorch. Et pourquoi? Parce que nous allons utiliser l'extension Transforms et nous avons utilisé également Torch Vision. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Avant, on fait tout ce qui est import. Ça, ce sont les packages. Il faut juste importer les packages. Après, on va faire un manual seed parce que le manual seed va nous permettre après de répéter l'expérience plusieurs fois. Sans ça, ça sera un tout petit peu difficile pour nous voilà, de répéter le processus plusieurs fois et regarder comment les choses se passent. Donc là, moi, j'ai fait l'expérimentation pour aller très rapidement. J'ai utilisé un GPU. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas du GPU, ils peuvent tester en CPU, mais c'est juste que ça va prendre un tout petit peu de temps. Donc, on va utiliser du CUDA device ici. Donc, ça va se faire de manière automatique. Il va détecter, soit on est en mode GPU, si c'est pas en GPU, il va basculer tout simplement en mode CPU. Donc, soit vous utilisez Google Colab, ou bien si vous avez un ordinateur qui a assez de capacité, il faudra juste venir là et changer le runtime exécuté en local. Comme ça va utiliser votre GPU en local pour pouvoir faire l'exécution. Donc, moi, j'ai utilisé du GPU. Maintenant, on va passer à tout ce qui est pré-entraînement. Et donc, avant le pré-entraînement, on va d'abord télécharger la base de données. Donc, on va utiliser la base de données MNIST qui a une résolution ça a des chiffres de 0 à 9 et une résolution en pixels de 28 fois 28. Donc, c'est ce qu'on va utiliser PyTorch pour faire ça. Et pour ce processus-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 composantes. La première composante, c'est le tensor. Donc, ça va convertir les données en tensor. Et la deuxième composante, ça va permettre de normaliser. Ça va ajuster l'échelle des coefficients du tensor. Donc, ça va nous permettre vraiment d'avoir des valeurs qui nous permettront d'aller très rapidement. Donc là, c'est notre donnée qu'on a eu à prendre à partir de la base de données NIST. Donc, je peux exécuter cette cellule-là. Et là, maintenant, on va initialiser les paramètres. Donc, on a une bâche de 32. Et là, on va load maintenant la base de données qu'on a eu à, à mettre en route en utilisant la base de données MNIST. Donc, on load tout simplement la base de données en utilisant Data Loader. Donc, une fois qu'on a importé la base de données, on peut utiliser Matplotlib pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, comme j'avais eu à dire, NIST, ça prend les chiffres de 0 à 9, donc il va donner les différents chiffres de manière complètement aléatoire. Mais ce qui est plus important à remarquer ici, c'est que lorsqu'il donne des chiffres, il ajoute
toujours un caractère qui n'est pas un chiffre. Donc, si vous voyez tout simplement complètement à droite, juste après le 4, entre le 4 et le 8, il y a un symbole qui est là qui représente rien du tout. On ne sait pas si c'est un 2 ou bien c'est une dérivée qui est là. Donc, ces symboles-là sont ajoutés de manière random comme ça dans le processus afin que le modèle puisse apprendre mieux ce qui se passe. Donc, une fois qu'on a vu la base, on va passer maintenant à l'implémentation de deux parties qui sont les plus importantes. L'une des parties, c'est le discriminateur et l'autre, c'est le générateur. Donc, on commence par le discriminateur. Donc, le discriminateur, en général, c'est tout simplement de multilayer perceptron. On va utiliser un multilayer perceptron. Et comme j'avais dit tout à l'heure, le NIST, le MNIST prend des images en pixels de 28 x 28. Donc, si on multiplie 28 x 28, on va avoir 784. Donc, en entrée du multilayer perceptron, on va avoir une image pixelisée de 784. Donc, il va convertir ça en un vecteur de taille 784. Donc, on a trois couches cachées. On a trois couches, oui, trois hidden layers. Et chaque fois, on applique le dropout. Pourquoi on appelle le dropout? On veut pas qu'il y ait vraiment du overfitting ou bien du vanishing gradient parce que là, le réseau, il est extrêmement dense. Donc, on va appliquer du dropout ici pour pouvoir avoid tout ce qui est sur apprentissage et consort. Donc, une fois avoir défini le discriminateur, on va tout simplement load le discriminateur sur le device qu'on a. C'est du CUDA que j'ai utilisé. Donc, une fois avoir load le discriminateur, on va tout simplement on va tout simplement construire le générateur maintenant. Et le générateur, c'est le même processus. C'est un multilayer perceptron également avec en entrée. Cette fois-ci, ce n'est plus du pixel de 28 x 28, mais là, vous pouvez l'ajuster comme vous le voulez. Au lieu de mettre 100, vous pouvez mettre 200. Maintenant, c'est à votre guise d'ajuster comment vous le voulez. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est la sortie, la couche de sortie du discriminateur, du générateur du moins. On a ajouté une fonction hyperbolique, tangente hyperbolique ici. C'est important pour nous. Pourquoi? Parce que l'intervalle on veut que ce soit dans un intervalle 0, 1, moins 1, 1. Donc, le choix de la fonction d'activation de sortie, elle est assez importante ici. Donc, vous choisissez cette fonction d'activation. Maintenant, ce qui est là, vous pouvez tester plusieurs autres fonctions d'activation et faire un benchmarking et vous allez voir comment les choses se comportent quand j'utilise cette fonction d'activation. Qu'est-ce que j'ai comme résultat? Quand je change de fonction d'activation, qu'est-ce qui donne comme résultat? Donc, après, on load également le générateur sur le device. Et lorsque tout ça est terminé, on entraîne concrètement le modèle maintenant. Donc, ici, je suis parti sur un learning rate qui est à 10 puissance moins 4 et j'ai pris le push à 30. Et quand on va voir les résultats tout à l'heure, la qualité des images ne va pas vraiment être très bonne. Pourquoi? Parce que les push n'est pas assez grande. Et Monsieur Paté a eu à le dire tout à l'heure, les GANs, c'est très coûteux en termes de ressources. Parce que pour avoir des qualités, une image en termes de qualité, il faut vraiment augmenter le nombre de poches. Il faut aller à une poche extrêmement large, voire mais contrainte de temps. Nous n'allons pas prendre un learning rate. Donc, quand vous allez prendre le notebook, vous pouvez jouer avec ça, augmenter le learning rate, diminuer les poches pour pouvoir voir ce qui se passe. Donc là, une fois avoir initialisé les paramètres, j'ai oublié de dire, ici, on a utilisé comme optimizer Adam. Maintenant, vous pouvez changer l'optimizer en utilisant Adam W ou bien ce que vous utilisez d'habitude et puis voir, changer de temps en temps et voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, une fois que ça a été fait, on passe maintenant au training loop. Donc là, c'est le loop d'entraînement, c'est là où tout va se passer. Donc, une fois avoir mis le training loop, bon, ici, j'ai fait juste un show de différents loss du discriminateur et du générateur pour voir comment ça évolue. Maintenant, vous pouvez faire également la même chose et pour voilà, faire un plot pour regarder comment les courbes se sont
se sont comportés, mais là, j'ai pas pu faire un plot, mais utiliser Matplotlib, ça va très rapidement. Donc ici, j'ai pris une époque qui va jusqu'à 30, donc c'est ce que j'ai eu à faire. Et donc là, il y a quelques ressources que vous pouvez voir pour aller très rapidement, pas être très rapidement, mais pour aller plus loin. Il y a le GANs in Action, Deep Learning de Doug et de Vladimir. Il y a également le Generative Deep Learning de David Foster, vous pouvez regarder. Il y a le code source du notebook également. Donc, lorsque vous avez déjà fini le training, on va maintenant essayer de faire des tests. On va générer maintenant une image pour voir. Donc là, on utilise tout simplement le générateur. On va juste faire un load, appeler le générateur et puis voir. Là, je l'ai tout simplement fait sur du CPU très rapidement pour voir, mais vous pouvez balancer sur du GPU ou bien si vous avez du GPU, assez de GPU, vous pouvez le faire. Vous voyez ce que j'ai dit? Là, l'image n'est pas tellement nette parce que quoi, on l'a pas du tout assez entraîné sur une époque qui est assez large. Donc, si je load, ça va changer, ça va se dégrader, mais ça va pas vraiment augmenter des résolutions. Donc, la résolution dépend du nombre d'époques, du nombre d'entraînements que vous avez. Si vous voulez avoir un résultat qui est assez large, vous pouvez maintenant, contrainte de temps, je peux pas réentraîner en live ici parce que ça va prendre un tout petit peu de temps pour finir l'entraînement. Même si je lance du GPU, ça va prendre quelques minutes. Donc voilà, là, c'est en gros l'implémentation du GAN qui est là, une implémentation très rapide du GAN. Là, ça vous permet de balancer de la théorie à la pratique, voir comment le GAN il fonctionne. Et les trois parties les plus importantes, c'est comment on construit le discriminateur, comment on construit le générateur et comment on construit le training loop. Donc, ce sont les trois parties vraiment à apprendre et à vraiment les comprendre afin de comprendre. Donc, une fois qu'on a tout ça, on peut passer maintenant à tout ce qui est Large Language Models. Donc, les caractéristiques de Large Model, on a l'architecture du transformer, on a le pré-entraînement massif et on a tout ce qui est Few-Shot Learning. Few-Shot Learning, c'est tout simplement donner des exemples parce qu'il y a ce qui est One-Shot Learning, c'est ce que l'on fait aujourd'hui avec les LLM qu'on a comme ChatGPT, Claude, ces interfaces-là. On fait tout le temps du one-shot learning. Vous venez, vous posez une question et puis vous avez la solution. Le modèle général il vous donne automatiquement la solution. Mais il y a ce que vous pouvez également faire, c'est quoi? C'est lui donner des exemples. Voici l'exercice que je vais résoudre et ça, c'est une solution. Et voilà. Vous faites du few-shot learning, vous lui donnez quelques exemples afin qu'il puisse comprendre comment vous voulez résoudre. Après, vous pouvez lui poser la question exacte que vous voulez. Donc, il y a également du support multilingual, mais multilinguiste. Maintenant, le problème avec ces supports-là, c'est que ces LLM, ils sont très forts en tout ce qui est anglais, français, mais dans nos langues vraiment locales, c'est très compliqué. Ils peuvent donner des résultats parce qu'ils sont entraînés sur Internet, donc ils peuvent avoir des informations de gauche à droite sur tout ce qui est malinqué ou bien tout ce qui est là sur le net. Ils peuvent donner quand même des exemples, mais les réponses qu'ils vont donner ne seront pas vraiment appropriées, appropriées à ce que l'on attend d'eux. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est faire des tests rapides. Donc, ici, je vais utiliser des clés API. Donc, on va initialiser tout simplement ces clés API. J'ai utilisé 3 clés API ici. J'ai utilisé du Grok. J'ai utilisé Grok, c'est open source. OpenAI, c'est payant. J'ai juste utilisé, mais vous pouvez ne pas utiliser OpenAI. Vous pouvez aller sur du open source. Utiliser Grok, vous pouvez remplacer OpenAI par DeepSeek. Mais DeepSeek, vous avez besoin de crédits, mais c'est pas, ils vont vous donner quelques crédits, mais c'est pas suffisant. Après, vous allez payer. Donc, DeepSeek aussi, c'est pas complètement gratuit. Le Grok, c'est gratuit. Vous pouvez utiliser les API de Grok. Au lieu de ça, vous pouvez également utiliser des tokens de Hugging Face. Vous pouvez utiliser les tokens de Hugging Face et utiliser différents modèles sur Hugging Face et faire un benchmarking et comparer les résultats. Utiliser également Gemini,
Gemini. Donc là, j'ai mis les liens sur les clés API, vous pouvez aller les télécharger. Maintenant, comment il s'appelle, sur Google, comme on le sait, nous sommes tous des développeurs, donc c'est pas intéressant d'afficher ces clés API. Si j'affiche, par exemple, là, ma clé API OpenAI, bon, les gens vont faire des captures d'écran après, je vais payer énormément. Donc, ce qui est là, sur, euh, sur Colab, vous avez la possibilité de cacher vos clés API, comme on le fait, par exemple, sur VS Code, où tu crées un environnement virtuel, tu mets ton env, et puis tu mets toutes tes clés là-bas. Après, tu fais un appel avec import OS, ou bien get les API. Donc, ici, sur Collab, il faut juste venir sur la clé qui est complètement à gauche, secret, et puis vous allez voir que voilà, tout ça, ce sont les clés API que vous pouvez avoir ici. Donc là, vous pouvez mettre le nom de votre clé API, la valeur de la clé API, vous pouvez l'activer, tout comme la désactiver à votre guise. Donc là, actuellement, j'ai activé 3. J'ai activé celui de Grok, j'ai activé celui de OpenAI et j'ai actualisé mon token de Hugging Face. Donc, le token de Hugging Face, vous allez tout simplement aller sur votre plateforme Hugging Face et vous allez aller sur Setting. Lorsque vous êtes sur Setting, vous pouvez aller générer un new token. Donc, vous générez un new token. Maintenant, les autres Grok, vous allez sur la plateforme dans le lien et puis vous allez générer les clés API et vous commencez les tests. Donc, une fois que les clés API ont été faites, il faut juste utiliser user data pour pouvoir avoir ça sur les cellules. Donc, une fois que tout ça est fait, on va passer maintenant à la partie fonction requête. Donc, les fonctions requêtes, on les définit tout simplement pour faire un test de message directement. Donc, ceux qui ont déjà l'habitude, c'est pour faire ces requêtes-là, on a besoin de trois composantes. Donc, la première composante, c'est le modèle. La deuxième composante, c'est le message. Et la troisième composante, bien sûr, c'est le prompt. Donc, vous avez besoin du modèle, du message et le prompt. Donc, c'est les trois parties qui sont importantes. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez également, à partir de ce niveau, vous pouvez jouer avec tout ce qui est modèle. Vous pouvez changer les modèles comme vous voulez. Ici, j'ai utilisé du Llama 3.3, 70 billions versatile. Vous pouvez changer la température. Au lieu de mettre 7, vous pouvez mettre 3, 0.3, 0.5, max token. Vous pouvez augmenter, diminuer. C'est à votre guise. Mais comme c'est pour un démo très rapide, j'ai utilisé les valeurs qui sont vraiment minimalistes pour aller très vite. Ici, pour le Gemini, j'ai utilisé GPT-4. Pour les OpenAI, j'ai utilisé GPT-4 au mini. Vous pouvez changer également ça si vous avez une clé API OpenAI ou bien du cloud, vous pouvez les utiliser. Là, sur du Hugging Face également, on a le token de Hugging Face. Donc, lorsqu'on a le token de Hugging Face, on peut utiliser tous les modèles qui sont là en inférence sur Hugging Face. Donc, il y a des inference providers qui sont là-bas. Donc, vous allez utiliser tout simplement ces modèles-là. On va utiliser pour Hugging Face le modèle 3, comment il s'appelle? 3.2. Et la température ici, les autres, j'ai mis la température à 7. Ici, j'ai mis la température à 5. C'est juste pour, voilà, c'est juste pour s'amuser, pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'est en explorant qu'on découvre mieux les capacités de ces modèles-là. Donc, une fois que on a défini les fonctions, on peut maintenant commencer les tests. Donc, le test, on commence le test en français. Là, je lui ai demandé, la question c'est qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Euh, Qu'est-ce que l'intelligence artificielle générative? Ça, c'est la question. Maintenant, on va regarder la réponse que Grok va donner. L'intelligence artificielle générative, également appelée intelligence créative. Et voilà, tout ça, ça, c'est la réponse qu'il a donnée. C'est un peu long. Maintenant, j'ai pas mis en mode stream, mais vous pouvez changer le mode en stream en tout simplement venir ici et mettre stream quelque chose ici. Stream égale quelque chose, là, égale stream. Et puis après, vous pouvez mettre un callback afin de pouvoir, comment il s'appelle? S'il y a des erreurs, ça permet tout simplement de basculer sur le mode normal au cas où il n'y a pas de stream. Donc, une fois que ça c'est fait,
on va voir la réponse de OpenAI. Ce que OpenAI a dit, c'est pareil. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'IA générative est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui est créative. Maintenant, là, c'est l'humain qui va voir maintenant qui a la réponse la plus appropriée. Ça dépend. Donc, ça permet vraiment de faire un benchmarking et de voir les capacités. Donc, vous avez la possibilité de prendre autant de modèles et de s'amuser avec pour regarder vraiment ce que ces modèles disent. Et là, on a par exemple ce que Hugging Face, Llama 3.2 a dit, l'IA générative est une technologie qui permet. Donc, vous voyez que à chaque fois, les réponses diffèrent d'un modèle à un autre. Donc, la pertinence d'un modèle dépend de, voilà, de vous, comment vous allez analyser ces résultats-là. Maintenant, la partie qui nous intéresse, c'est comment on teste ces modèles-là sur nos langues locales. Donc, tester ces modèles-là sur nos langues locales, bon, je sais pas, bon, je me suis un peu débrouillé hein, pour écrire du poulard. Je sais pas si ça c'est correct, mais on va essayer de regarder quand même ce que ça va donner. Donc, c'est à vous de juger si c'est vraiment bon ou pas. Moi, je suis pas bon en poulard. Donc, vous voyez là, je lui ai demandé une question en poulard. Sûrement, c'est qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Et ça, c'est la réponse qu'il a eu à donner. Donc, ceux qui sont bons en poulard, ils peuvent juger si la réponse qui a été donnée est vraiment appropriée ou c'est pas approprié. En poulard, par exemple. Là, on teste également Grok en poulard pour regarder, mais qu'est-ce que Grok donne comme résultat en poulard. Donc, vous voyez déjà que la réponse de Grok en poulard est déjà plus longue que la réponse, par exemple, de GPT en poulard. Ça, déjà, c'est une grande différence. Donc, on va regarder maintenant qu'est-ce que tout ça dit concrètement. Et les gens qui comprennent vraiment le poulard, ils peuvent se dire, ah, OK, Grok a dit mieux que OpenAI et ainsi de suite. Donc, on teste encore ici sur du Malinké pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, ici, la réponse de GPT, c'est tout simplement sûr. Maintenant, si vous remarquez bien avec moi, je ne sais pas si ce qui est là, c'est vraiment du malinqué ou bien c'est juste des textes qu'il a eu à générer comme ça. Donc, c'est à nous également de juger. C'est c'est- c'est quoi? Le code. OK. Donc, vous voyez, c'est un tout petit peu, c'est un tout petit peu ambigu. Donc, ces modèles, ils sont pas très, très, très bons en nos langues, comme j'avais eu à dire. Là, on va tester encore Grok sur du Malinké pour voir, ou bien c'est, ouais. Comme toujours, ils donnent des réponses qui sont très longues. On ne sait pas si c'est vraiment ça ou pas. Donc, vous voyez, en gros, bon, là, il y a un test en Wolof également. Mais vous allez voir à partir de ce niveau, il y a quelque chose qui est très intéressant qui se passe. Moi, je lui ai posé la question en Wolof. Bon, là, l'intelligence artificielle, je pense bien que c'est ça, non? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle en Wolof? Mais vous voyez que la réponse, il me donne une réponse en français. La réponse, normalement, qu'il doit me donner, c'est en Wolof, également, qu'il doit me répondre. Mais là, il me donne une réponse en français. Là, on peut se dire qu'il y a déjà une anomalie quelque part là-bas. La même chose si je le fais avec Grok, c'est la même chose qui se passe encore. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont très bons en Wolof ou pas? Là, j'ai pas pris vraiment les modèles qui sont récentes, très fortes. Ici, je change en utilisant du GPT 4.5 peut-être, qui peut être bon, ou bien le dernier, parce que Meta a sorti un ACR là, qui est très fort en tout ce qui est langue africaine, mais c'est un benchmarking qui n'est pas assez large. Mais vous pouvez toujours tester. Je vais balancer également le lien de ce que Meta lui a donné afin que je puisse également faire le test. Peut-être que cette nouvelle version va être mieux en Wolof, on ne sait pas, en malinké ou bien en une langue locale, on ne sait pas. Donc, il faut tester pour voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Donc, vous voyez que quand on pose une question en français, ces modèles, ils sont bons. Ils nous donnent des réponses qui sont assez satisfaisantes, ou bien soit une question en anglais, ils sont assez satisfaisantes, ou bien, et lorsqu'on les pose des questions en langue locale, ils sont un peu à l'extrême, ils donnent pas des réponses qui sont appropriées. Donc, la solution à cela, c'est d'utiliser du RAC. Donc, le RAC nous permettra d'apporter plus de contexte à ces modèles-là, dire, OK, d'accord, ça, c'est ce que l'on veut. Voici notre base de connaissances
Ça, c'est le malinqué. Donc, on va t'entraîner sur des données. On va faire du fine-tuning sur des données à malinquer. Et au-delà de ça, on va te donner une base de connaissances. Cette base de connaissances va te permettre d'avoir mieux du contexte et permet de faire une recherche d'informations assez pertinente. Donc, au lieu que le modèle donne une information juste en vrac comme ça, il a une base de connaissances qu'il peut consulter avant de donner une réponse. Donc, on a du RAG. On va utiliser un simple RAG ici. Donc, le simple RAG qu'on va utiliser là, on va utiliser du ChromaDB. Et comme j'ai dit, on va générer juste des données synthétiques très rapidement donc, voici notre base de données de connaissances. Donc, le titre, bon, on a le titre et on a le contenu. Donc, on a le titre, c'est géographie, premier titre. Le contenu, c'est la Guinée est un pays d'Afrique de l'Ouest situé sur la côte atlantique, et ainsi de suite, sa capitale est Conakry, ainsi de suite. L'autre, c'est les langues parlées en Guinée. On a le français, on a le pulaar, le peul, on a le malinké, on a le soso, le kissi. Bon, vous pouvez ajouter, ainsi, il y a d'autres que vous pouvez ajouter. Il y a la culture également qui est là. Donc, une fois qu'on a notre base de données de connaissances, on peut commencer tout ce qui est modèle embedding. Là également, le choix du modèle, il est important. Là, j'ai utilisé du paraphrase multilingual MP-NETS base V2. Vous pouvez changer ça en utilisant du mini, dépendamment de la performance que vous avez. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez charger le modèle et Chroma en utilisant Chroma Client. Donc, une fois que vous avez chargé ça, vous pouvez créer votre base de données de connaissances. Donc, la base de données de connaissances, je pense que ça, j'ai déjà créé. Donc, je vais ajouter juste ça, un espace. Donc, là, j'ai créé la base de connaissances appelée Guinea Knowledge. Donc, ça, c'est ma base de données de connaissances. Ça a été créé. Donc, on va passer à tout ce qui est indexation, le document, des métadatas, des index. Donc, une fois qu'on a préparé tout ça, des embeddings, lorsqu'on finit de faire tout ça, Kevin, on te reçoit plus. Je sais pas c'est quoi. Allô, Kevin? Mais c'est quand j'ai l'impression que Kevin a un problème peut-être de connexion, donc je suis en train de voir avec lui et on va vous revenir bien. oui, c'est bon, je crois. Oui, désolé, j'ai perdu la connexion une seconde. Je vais juste partager ça. Chat. Et vous voyez mon écran maintenant? Est-ce qu'on en était? Oui. On était à la Oui. recherche sémantique. Donc Oui. là, on définit la fonction qui va nous permettre de faire la recherche sémantique. La recherche sémantique, c'est vraiment lorsqu'on prend comment elle s'appelle, une phrase, il va faire des recherches par mots. Là, par exemple, dans notre base de données de connaissances, on a langue, on a culture, on a tout ce qui est capital. Donc, il va faire cette recherche. Donc, si il prend, par exemple, langue dans la requête que nous avons, la question que nous avons,
ça va nous dire, ah, ok, d'accord, j'ai ça dans ma base de connaissances, donc c'est peut-être ça, cette partie-là, elle est assez pertinente. Donc, il va classer les choses par niveau de pertinence. Donc là, une fois qu'on a défini ça, on va tout simplement faire un test. On va lui demander quelles sont les langues parlées en Guinée. Et là, ouais, je dois recharger parce que j'ai perdu la connexion. Il faut recharger ça à partir d'ici. Euh, il faut changer encore le nom. Je vais mettre grand K. Voilà. On va charger, on va charger, on va charger. On va exécuter là. On va poser une question. Voilà. On pose la question, il dit quelle langue parlée en Guinée? Il a dit les langues parlées en Guinée sont le français, la langue officielle, le pula, le malinké, le soussou, le kissi, ces langues utilisées, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si on me répare dans notre base de données de connaissances, c'est exactement ce qu'il y a ici. Maintenant, on peut utiliser ça et mettre un LLM en background afin que non seulement il répond exactement comme ce qu'il y a dans la base de données de connaissances, mais il essaie de paraphraser, ajouter, voilà, que ce soit un peu joli à présenter. On peut mettre un LLM, ça c'est juste un appel classique à la base de données de connaissances, mais on peut refaire ça de manière très simple, de manière correcte. Fait que, voilà. Donc c'est ça ce que j'ai eu à faire. Et ici, j'ai utilisé du Grok. Donc, j'ai demandé à Grok quelles sont les langues parlées en anglais. Donc, vous voyez la différence ici, c'est exactement là ce qui est dans la base de données. Il a répété tout ça. Mais ici, ce que Grok fait, il a structuré ça de manière assez correcte. Il dit les langues parlées en Guinée sont, deux points, le français, la langue officielle, le pula, le malinké, le sousso, le kissi. Donc là, il m'a donné exactement ce que je veux, ni plus ni moins. Pas, voilà, ces langues sont utilisées au quotidien par la population guinéenne. Tout ça, ça l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est les langues parlées en Guinée. Donc, il s'est focalisé sur ça. Donc, on peut extendre ça, voilà, avoir une base de données de connaissances vraiment élargie. Non, c'est là où on va venir dans nos contextes locaux. On va aller dans l'agriculture, dans tout ce qui est élevage, dans tout ce qui est éducation, tout ce qui est politique. On va construire des bases de données assez robustes et prendre des modèles open source, DeepSeek, Queen et les fine-tuner afin de les appliquer dans nos contextes locaux. Parce qu'on ne peut pas exposer tout le temps nos données en utilisant des clés API parce qu'on ne sait pas où est-ce que ces informations-là partent. Donc, lorsqu'on a des données sensibles, on préfère ramener tout en local, utiliser du open source et utiliser vraiment tout ce qui est du RAG. Mais il y a différents types de RAG. Ça, c'est du RAG simple qu'on a utilisé. On peut utiliser également des RAG agentiques. On va construire des agents afin que la requête puisse se passer dans un ordre spécifique, que ce soit afin de permettre de mettre ça dans un scale. Par exemple, si vous avez une base de données de connaissances qui regroupe, par exemple, l'agriculture, l'élevage et l'éducation, du tout dans un, ça va être un peu difficile. Bon, c'est possible de faire, ça va être un peu difficile et ambigu pour le modèle d'aller chercher. Alors que si vous mettez des agents là-bas, vous avez un agent qui a un accès à la base de données directement à tout ce qui est agriculture, un autre à tout ce qui est élevage, un autre à tout ce qui est éducation. Donc, lorsque la recherche sémantique se fait et qu'il a quelque chose, par exemple, à trait à l'agriculture, il va consulter l'agent qui a accès à la base de données de connaissances, la partie agriculture, au lieu de consulter tout le monde. Donc, ça permet également de réduire le coût lorsqu'on va passer en inférence. Donc, en gros, le RAC permet de faire ça et les applications, comme je dis, ça va dans divers aspects, que ce soit éducation, santé, agriculture, administration. Et les perspectives, bien sûr, c'est tout ce qui est fine-tuning, prendre les modèles de base, pré-entraîner à des tâches spécifiques et compléter ça avec tout ce qui est agentique. Maintenant, dans le domaine local, ici, ça se fait, donc, à concret, on a développé, comment il s'appelle, on a développé un modèle de TTS qui permet de faire du voice en Wolof. Vous pouvez aller le consulter, vous amuser avec, faire ce que vous avez d'autres à faire. Donc, c'est vraiment ce que j'avais à partager avec vous. Et on a également un outil entrepreneurial, comme ça, je vais très rapidement.
qui permet également l'accompagnement des entrepreneurs, bien sûr. Et c'est dans le domaine local. Et ça, c'est purement de l'IA qui est derrière. Donc, on a développé des IA, vraiment, on a pris des modèles de base, on les a fine-tunés afin qu'ils soient bons dans un domaine. Et le domaine dans lequel ils sont bons, ils sont dans le domaine entrepreneurial. Donc, je pense que à ce niveau, c'est tout pour moi et tout pour Monsieur Lee. Donc, les modèles de fine-tuning, vous avez ça derrière. Vous pouvez toujours consulter. Il y a tout ce qui est LoRa, il y a tout ce qui est, mais bon, ça c'est un peu technique. Vous pouvez regarder plus tard tout ce qui est fine-tuning et voilà, des datasets africaines, vous en avez assez également. Vous pouvez aller les consulter et essayer d'agrandir la communauté également. Il y a tout ce qui est Massacre, Deep Learning et aujourd'hui Deep Learning, Indaba X, il y a Zinde, il y a Data Science Africa. Donc voilà, la feuille de route, voilà, on a juste essayé de mettre une feuille de route. C'est vraiment la collecte de données. Il faut qu'on collecte aujourd'hui les données en Guinée. Il faut faire la collecte de données massives, tout ce qui est Poula, Malinké, Soussou, voilà, les autres langues, il faut collecter. Il faut travailler avec les linguistes afin qu'ils puissent avoir des corpus de données afin qu'ils soient corrects pour entraîner les modèles. Il faut non seulement avoir du texte, mais il faut avoir des audios transcrits, si on peut avoir des vidéos. Maintenant, la collaboration avec des plateformes pour avoir accès à tout ce qui est GPU, pour les entraînements, les environnements de configuration, constituer les équipes, ça, ces initiatives de Indaba X, ça permet déjà d'avoir accès à ça. Maintenant, il faut avoir une expérimentation, essayer, voilà, aussitôt que possible, essayer de faire du fine-tuning et voir ce qui se passe en background sur ces modèles. Et voilà, faire des déploiements, mettre ça en open source parce qu'on veut vraiment que l'Afrique puisse se développer. Donc, voilà. Maintenant, si ce sont des données qui sont sensibles, bon, vous pouvez les garder en local, mais si c'est open source, voilà, vous pouvez tout simplement mettre ça en open source afin que voilà, tout le monde puisse en bénéficier et voilà. Merci beaucoup. Et si je vais redonner la parole à Monsieur Lee, donc si vous avez des questions, nous, on va... Merci beaucoup. Merci. Avec le partage. Oui, oui. Okay. Ok, merci beaucoup, Monsieur Bellinga, pour votre intervention. Ok, donc merci beaucoup, Kevin. Merci pour avoir accepté de participer. Ici, nous avons des gens qui veulent vous poser certaines questions. Je ne sais pas si on m'entend de l'autre côté. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Est-ce qu'on m'entend? Une question sur les GANs. Je veux savoir comment les modèles discriminatifs évaluent les modèles génératifs. Et ensuite, théoriquement, comment s'explique l'auto-apprentissage de ces deux modèles, puisque là, le modèle, c'est-à-dire la base de connaissances est statique. J'avais entendu la question. Est-ce que tu peux répéter? J'ai pas bien entendu. Laisse-moi dire. Ok. Il demandait comment les modèles discriminatifs évaluent les modèles génératifs et théoriquement, comment les deux modèles apprennent-ils à s'auto-améliorer puisque la base de connaissances est statique. Okay. Tu peux aller? Ok, je vais donner une partie de la réponse. Peut-être que Kevin aussi va ajouter ensuite. Et vous demandez comment est-ce que les modèles discriminatifs apprennent des modèles génératifs, c'est ça? Oui, oui. Et théoriquement, comment... Okay. Théoriquement, ils apprennent à s'auto-améliorer. C'est ça. Théoriquement, comment les deux apprennent à s'auto-améliorer. Ok. Allez, donc, comme je le disais dans ma présentation, nous entraînons
les deux, disons que nous entraînons les deux en même temps, pas au même moment, mais nous essayons de faire une suite d'entraînement. Donc, on commence par le générateur qui va générer une image. Maintenant que le discriminateur va récupérer, le discriminateur, lui, comme je l'ai dit, son rôle, c'est de dire est-ce que l'image que le générateur lui a donnée, est-ce qu'il est réel ou pas. Donc, ce qui va se passer, le générateur, lui, le discriminateur, lui, ce qu'il va faire, c'est au fur et à mesure que le générateur lui donne une image, si on parle des images, au fur et à mesure qu'il reçoit cette image-là, une image venant du générateur, c'est d'augmenter son niveau d'apprentissage pour essayer d'identifier est-ce que l'image qu'on lui a fournie, est-ce que l'image est vraie ou bien c'est faux. Maintenant, à la fin du compte, ce qui va se passer, c'est pour cela que j'ai parlé des difficultés de convergence de ces algorithmes-là. Parce que c'est un processus qu'on ne sait pas pour dire à quel moment il va s'arrêter. Donc, à chaque fois que le générateur donne une image, génère une image, le discriminateur reçoit cette image-là et essaye, après entraînement, essaye d'identifier l'image qu'il a reçue. Donc, c'est un processus qui va se répéter. C'est pour cela qu'on appelle un jeu à son niveau. Donc, à chaque fois que le générateur, lui, il se performe pour donner une image qui peut être réelle, donc le discriminateur, lui aussi, à son tour, il essaye de s'entraîner au max possible pour essayer d'identifier l'image qu'il a reçue. Maintenant, théoriquement, qu'est-ce qui se passe? On doit minimiser une fonction qu'on appelle fonction loss, qui va en fait nous permettre de dire, OK, à ce niveau-là, nous pouvons, parce qu'à la fin du compte, ce qu'il faut savoir, c'est à la fin du compte, ne plus faire recours au discriminateur. C'est de construire un générateur qu'on n'aura plus besoin d'évaluer sur un générateur donné. Donc, cela se fait à travers la minimisation d'une fonction loss, théoriquement. Maintenant, peut-être que Kevin a une partie de la réponse. Il va essayer aussi de donner son avis. Ok. C'est quoi la question? Comment est-ce que le discriminateur apprend du générateur? Ok. En fait, où est-ce que je peux venir? Si tu peux le sortir sur le slide. Mais le discriminateur, comment il s'appelle? Monsieur Paté a eu à le dire tout à l'heure, et même dans la présentation que j'avais eu à faire tout à l'heure, il y a deux aspects qu'il faut savoir. Donc, le discriminateur, il prend, par exemple, des données en input qui sont assez spécifiques, statiques. Et par exemple, si je donne 5, il va essayer de prédire 5. Mais non, le générateur prend des données aléatoires. Donc, l'aléatoire permet de mieux, dire mieux, c'est assez exagéré, mais le statique, ça permet d'avoir une certaine correction. C'est-à-dire, tu as 5, tu sais de 5. Mais non, donc c'est aléatoire. Tu ne sais pas la donnée qui est rentrée en input et tu as la sortie. Donc la donnée qui est rentrée, tu n'as aucune idée de ce que c'est, tu as que la sortie. Donc le statique peut, le discriminateur, il peut apprendre du générateur dans un contexte où Excusez-moi, monsieur Kevin. Excusez-moi, il reçoit à chaque fois que du 5. À un moment donné, les labels qu'il a,
ça ne lui permet pas de faire une distinction assez spécifique, par exemple, du neuf. Donc, il peut apprendre vraiment du générateur en se basant du fait que, OK, d'accord, le générateur, il ne sait pas ce qui vient en entrée, mais il va beaucoup plus se focaliser sur la sortie. Donc, ajuster le modèle dans un sens où, voilà, euh, se focaliser beaucoup plus sur la sortie que sur l'entrée. Donc, il n'y a pas, comment il s'appelle? Il n'y a pas un terme assez spécifique. C'est juste que je ne connais pas le terme en français pour le dire. Mais on peut toujours essayer d'aller à trouver le terme en anglais. Maintenant, si ça va, d'aller très rapidement en anglais. Bon, je peux donner la réponse en anglais, quoi. Là, j'essaie de voilà, mettre ça en français. Mais avoir ça en anglais, c'est plus approprié. Maintenant, si c'est pas satisfaisant, on peut utiliser toujours de l'anglais pour Kevin, les autres. Parce qu'il y a tu des peux, termes en anglais que j'essaie de traduire dans ma tête en français, mais c'est un peu compliqué, quoi. Donc, la question, est-ce que c'est satisfaisant? C'est pas satisfaisant? Je peux venir. Yes, s'il vous plaît. euh, Kevin, merci pour ta présence. Ouais, c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas d'autres questions par là Moi, j'ai sur j'ai juste l'IA une. générative. Oui, allez-y. Et il y a Catherine aussi qui veut poser la question. Ok, Allez-y, M. ok. Baldé. En termes de Grok et GPT, le plus souvent ne fournissent pas toujours le même nombre de tokens. J'ai l'impression que Grok génère souvent beaucoup plus de contenu et parfois ça hallucine aussi. Donc, qu'est-ce qui peut vraiment expliquer ça, même si parfois on réduit la température, on a une température basse de 0,1. Abdoulaye, on t'entend pas. Ah, Oui, c'est bon maintenant. c'est bon maintenant, tu m'entends? Ouais, 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 ouais. Ok, je disais, c'est entre Grok et GPT en fait en termes de tokens. Ça fournit pas souvent le même nombre, mais j'ai l'impression que Grok le plus souvent, même si tu as le knowledge base, tu sais la température un peu basse, euh, Mhm. a tendance beaucoup à halluciner, à Ah, raccorder, oui. expliquer cela. Ah, ok, d'accord. En fait, tu as parfaitement raison. Claude, j'ai dit Claude encore. Grok, Grok, il a l'habitude de beaucoup bavarder que comparé Absolument. à tout ce qui est Claude, tout ce qui est OpenAI. En fait, tous ces modèles-là, ce qui est très important, c'est la stratégie que ces gens-là ont derrière. Et quand je parle de stratégie, ça dépend du système prompt global de leur base model. Donc, si vous voyez, vous prenez par exemple Claude, il y a un lien GitHub, là, je peux partager avec vous, où ils ont vraiment mis en open source les systèmes prompts des différents trucs qu'ils ont développés, que ce soit Deep Research, que ce soit voilà, la recherche sur le web, un truc sur ces agents, ou bien c'est des modèles qu'ils ont. Donc, vous allez voir que la façon dont ils sont structurés, ces systèmes prompts-là, c'est exactement comme ça que les modèles ils vont répondre. En fait, c'est comme non seulement un guide, mais c'est comme des conditions qu'on met. Donc, si tu reçois, il faut que tu commences, il faut que tu répondes de cette manière. Donc, la réponse qu'ils ont, ça dépend de comment ils ont construit leur système prompt. Donc, si le système prompt a été construit, ouais, il faut argumenter plus, il faut donner du contexte. Ouais, Grok va toujours rester là à te parler au lieu d'aller strict. Ah. Maintenant, aujourd'hui, les gens, ils ajoutent tout ce qui est reinforcement learning afin de voilà, donner la capacité de thinking à ces modèles-là. Donc, il va non pas te donner la réponse automatiquement, mais il va peut-être réfléchir un peu plus avant de te donner la réponse la plus optimale. Donc, l'autre exemple la plus pertinente, c'est par exemple au début quand DeepSeek était sorti. Quand vous venez par exemple de poser une question à DeepSeek relativement à quelque chose qui est lié à l'empereur de la Chine, ou bien voilà, il va te dire qu'il préfère mieux que tu lui poses une autre question, que de répondre à cette question. Donc ça a été intégré son système prompt.
Donc, c'est comme ça qu'il doit répondre. Si tu trouves cette question qui a trait à la Chine, il faut répondre, je préfère pas, pose-moi une autre question. Donc, c'est comment les gens, ils ont configuré ces modèles-là afin qu'ils puissent donner des réponses assez différentes. Ouais. Je sais pas si tu as la réponse à ta question, Abdoulaye. Évidemment, Kevin, merci. Je pense que là, tu as suffisamment, tu as tout dit. J'ai bien compris. Merci beaucoup. Il y a Il y une a autre Catherine question. aussi qui voulait vous. Mhm. Oui. Donc, allez-y, madame. Ok. Bonjour et merci beaucoup pour votre brillante explication. J'ai vraiment aimé. Mais seulement, j'aimerais en fait revenir un peu en arrière parce que je n'avais pas pu me connecter si rapidement pour suivre parce que le lien n'était pas la bonne pour participer à la réunion. Au début, j'ai vu que vous avez parlé un peu de l'agriculture là-dessus. Maintenant, moi, je voulais demander comment essayer d'insérer les comptes IA, en fait, essayer d'intégrer l'IA dans les trucs d'agriculture et comment nous pouvons en fait de faire ça. Et vous avez parlé de Grok, avec Grok, parce que moi, souvent, j'utilise Grok pour faire souvent mes petits essais d'application. Mais parfois, il exagère en fait. Quoi. Il va essayer de parler des trucs plus théoriques que parfois nous n'avons pas besoin en fait. Et vous avez dit qu'on doit insérer les deux. Comment on peut le faire? Parce que moi, je ne sais pas vraiment. Je suis débutant d'abord. Donc, j'aimerais plus savoir plus de détails là-dessus. OK. Est-ce que tu peux me résumer un tout petit peu ce que tu as dit afin que je puisse te donner la réponse exacte? Tu veux qu'on résume ce qu'elle a dit? Excusez-moi, est-ce que je peux rapidement dire un mot, s'il vous plaît? Oui, C'est possible oui, par rapport à la question? En oui. fait, je voulais juste rebondir parce que, et je trouve que c'est très bien que le présentateur Kevin ait insisté sur le fait que ça dépend aussi de la stratégie que les différents systèmes, les différents modèles d'IA génératifs ont, etc. Et je voudrais insister beaucoup, notamment sur Grok en particulier. Vous n'êtes pas sans savoir que ça appartient à X et qu'ils ont quand même une vision assez particulière du monde et que finalement, ce type d'instrument devient aussi un instrument politique. Donc, c'est bien d'utiliser peut-être pour apprendre, voir comment ça fonctionne, mais faites très attention, en gros, dans les résultats qu'il fournit, parce que tout simplement, ça traduit une vision politique du monde. Donc, une vision idéologique du monde. Et ça, c'est fondamental. Il va falloir vraiment tenir compte aussi quand on utilise ce genre d'outils. Et c'est pareil, hein, sur certaines questions, DeepSeek, on sait qu'il ne répond pas parce que aussi il répond à des injonctions politiques. Donc voilà, il faut avoir ce recul. Et d'ailleurs, hier, on disait, une des compétences fondamentales majeures qui devrait maintenant être, faire partie des compétences à avoir, c'est aussi celle de pouvoir interpréter, prendre du recul par rapport aux résultats que les outils type générative AI peuvent fournir. Voilà le petit point d'attention que je voulais faire avant que Kevin nous dise peut-être les aspects plus techniques. Merci. OK. Merci beaucoup. J'avais un peu perdu le fil de sa question. C'est ça. Est-ce qu'elle peut répéter tout simplement la dernière partie de ta question? En fait, c'était pour, comme il est revenu là-dessus sur les IA génératifs avec Grok, parfois quand tu lui donnes certains prompts, il ne te cadre pas en fait. Il va essayer de parler de certaines choses parfois politiques, des trucs en fait que tu n'as pas besoin de fois en fait. Par exemple, si tu lui poses des questions sur donne-moi les principales cultures faites en Guinée, et il ne va pas en fait te limiter seulement sur ces cultures-là.